Europe 1 et comme chaque lundi, Carole Barjon de l'Obs est avec nous, Charlotte Dornelas, Valeurs Actuelles. Bonjour mesdames. Bonjour. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Au sommaire, dans quelques minutes, nous reviendrons sur cette information du canard enchaîné de la semaine dernière. Mais on n'en a pas parlé sur Europe 1 et c'était dommage. Emmanuel Macron rêverait du prix Nobel de la paix. Tiens. Mais d'abord, ce serpent de mer qui pourrait bientôt faire surface, la ville de Paris, va-t-elle finir sous la tutelle budgétaire de l'État, vu la dette accumulée ces dernières années? On est à près de 8 milliards d'euros. Ça n'est plus impossible. Anne Hidalgo, dans le viseur des deux ministres candidats à sa succession, Gabriel Attal et Clément Beaune. Ce dernier disait directement hier dans le grand rendez-vous sur Europe 1, CNews et Les Échos que cette mise sous tutelle n'était plus exclue. 8 milliards de dettes pour la ville de Paris quand c'était zéro il y a 20 ans lorsqu'arrivait Bertrand Delanoë. De Jean Tibéri, en fait. Voilà, c'est ça, exactement. Le legs de Jean Tibéri, c'était pas de dette et même un bas de laine assez intéressant pour la ville de Paris. On en est très très loin. Carole Barjon, cette dette, est-ce que c'est la somme de tous les échecs d'Anne Hidalgo ou est-ce qu'on peut dire quand même que Clément Beaune, Gabriel Attal sont déjà en train de se positionner pour les prochaines municipales quand ils tirent à boulet rouge quand même sur la gestion municipale? Les deux, mon général, parce que le constat qui est absolument accablant n'exclut pas effectivement une exploitation par ceux qui envisagent de lui succéder, bien entendu. Mais enfin, il faut quand même rester 2 minutes sur le constat. Enfin, on voit bien, effectivement, il y a 8 milliards de dettes, qu'il y a eu des investissements, qui se sont avérés désastreux. Je pense par exemple à la réfection de la place de la République, qui a coûté 2 fois le prix qui était prévu au départ, parce que finalement, elle-même trouve ça trop minéral, un peu dangereux pour les cyclistes, parce que c'est glissant, enfin bref. Mais est-ce que c'est objectif de parler de désastre, Carole Barjon? Est-ce qu'on n'est pas dans le jugement à se dire là, quand même Bah écoutez, si j'en crois quand même l'avis des Parisiens, puisqu'on voit bien que le mouvement Saccage Paris, que la mairie de Paris avait désigné comme étant diligenté par l'extrême droite, et en fait on s'aperçoit qu'il n'en est rien, a quand même eu un certain succès, donc ça veut dire quelque chose. Et tout le monde a l'air assez d'accord quand même sur, par exemple, la saleté, sur les difficultés de circulation, les trottinettes. Moi, je crois que la meilleure critique qui avait été faite de la politique de la maire de Paris, c'était celle qui était émise par Gaspard Ganzer, donc homme de gauche, et qui avait dit qu'en fait, elle menait une politique antisociale. Pourquoi ? Parce qu'elle a privilégié le transport individuel, notamment le vélo, et au fond pour des gens qui sont jeunes et en bonne santé, au détriment des transports collectifs. On sait très bien que les autobus, qui sont quand même un moyen de transport privilégié des personnes âgées souvent, n'avancent plus. Donc voilà, il y a quand même la vitesse commerciale des bus parisiens qui est pas formidable, c'est le moins qu'on puisse dire. La vitesse commerciale des bus parisiens, moins 30% en 15 ans quand même. Charlotte Dornelas. Bah oui, puis il n'y a pas que les bus en plus. Non mais c'est à destination des personnes jeunes en bonne santé et surtout parisiennes. C'est-à-dire que les gens qui sont autour de Paris, chassés pour des raisons évidemment économiques ou financières de la ville de Paris, qui ne peuvent plus y habiter et qui sont à l'extérieur, c'est un cauchemar de venir travailler à Paris. Mais Charlotte, comment vous expliquez si la vie à Paris est devenue un enfer? 4 mandats successifs pour, oui, mais c'est pour ça pour que des maires socialistes. C'est pas la. Bon, d'abord, dont 2 pour Anne Hidalgo. Vous avez commencé par la question de la dette de Paris. Ça n'est pas de la charge exclusive d'Anne Hidalgo pour commencer. Et ensuite, en effet, il y a une responsabilité, comme dans toutes les politiques menées, une responsabilité des électeurs à reconduire des personnes dont ils dénonce les politiques. En l'occurrence, ça n'empêche pas une critique objective de la gestion d'abord de la ville et en effet, comme le disait Carole, de la saleté de la ville, de ces travaux qui sont d'abord déclenchés absolument partout dans la ville en même temps pour des résultats qui sont franchement discutables. Sur la question de la mobilité, où on a la fameuse mobilité douce qui devait remplacer la mobilité polluante
polluante et réactionnaire et dure, évidemment, voilà. Et là, on a carrément la mairie de Paris elle-même qui se dit, oulala, sur les trottinettes, en fait, il va falloir revenir parce que non seulement ça fonctionne pas, mais en plus c'est dangereux. Je veux dire, il y a des choses qui objectivement fonctionnent mal et en plus une gestion de l'argent qui est calamiteuse. Et je précise simplement que pendant des années où des critiques émergeaient, c'était soit l'extrême droite qui attaquait, donc soit c'était une attaque qui n'était que politique et en plus politique abominable, soit c'était parce que Madame Hidalgo était une femme. Elle a répondu ça pendant des années quand même. Vous dites ça parce que je suis une femme. Non, en fait, on dit ça parce que c'est l'horreur. Je donne 2-3 chiffres. Il y a plus de fonctionnaires à Paris qu'à la Commission européenne. 56 000, ils étaient 40 000 il y a 20 ans. La ville a d'ailleurs perdu 60 000 habitants en 5 ans. Le tramway parisien, c'est le plus cher de France, à plus de 60 millions d'euros le kilomètre. Et c'est aussi Paris, la ville la plus chère pour stationner. Il y avait 235 000 places il y a 20 ans. Il y en aura bientôt plus que 70 000. Bon, ce sont des choix politiques. Ça veut dire quoi, mise sous tutelle budgétaire, très concrètement, Carole Barjon? Au-delà de l'humiliation que ça représenterait, évidemment. C'est l'État qui reprend les manettes. Le maire de Paris ne sert plus à rien à ce moment-là. Mais non, il se contente d'exécuter les décisions qui sont prises à sa place par le préfet. Mais comme Gabriel Attal l'a souligné hier, c'est assez rare. C'est des cas de figure assez rares et en général, ça ne fonctionne que lorsque la majorité municipale n'arrive pas à se mettre d'accord sur un budget à l'équilibre. Or... Ah oui, c'est quand il y a impossibilité, quand il y a un shutdown en fait, impossibilité d'un accord politique sur le budget. Exactement. Et or... Comme Anne Hidalgo vient d'annoncer qu'elle allait augmenter de 50% la taxe foncière, elle pense pouvoir présenter un budget à l'équilibre. Donc, c'est vrai que, compte tenu de la situation, tout le monde se disait qu'une mise sous tutelle ne serait pas forcément une mauvaise chose, mais juridiquement, on n'en est pas là. Et c'est pour ça que Gabriel Attal a exclu cette possibilité, alors que le ministre des Transports, Clément Beaune, interrogé hier également, lui ne l'excluait pas. Alors, il est aussi question d'un éventuel abandon du système électoral qui est particulier à Paris, Lyon et Marseille, les 3 grandes villes à arrondissement. Vous savez, le maire est élu au suffrage indirect, puisque ce sont les maires d'arrondissement qui l'élisent. Ça pourrait tomber, ce système-là. Je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler. Je voudrais il nous reste peu de temps, mais qu'on évoque aussi cet autre sujet. C'était cette information du Canard enchaîné la semaine dernière. Selon les confidences d'un de ses proches, Emmanuel Macron rêverait d'avoir le prix Nobel de la paix, de se mettre un peu dans les pas de Barack Obama, à qui il avait été décerné en 2009 dans le but de l'encourager à faire la paix dans le monde. Emmanuel Macron est tout à fait disposé à reprendre le flambeau de cette noble cause, Charlotte Dornelas. Oui, ça me fait rire parce que ça correspond parfaitement au personnage. C'est-à-dire qu'un président de la République française rêve de recevoir le prix Nobel de la paix, à la limite, pourquoi pas. C'est-à-dire que c'est une distinction qui pourrait récompenser son engagement sur le terrain international, puisqu'il est quand même beaucoup sur le terrain international. Son engagement ou ses résultats? Alors justement, c'est exactement ce que j'allais dire. Le problème, c'est qu'il est très engagé sur le terrain international. Normalement, le prix Nobel de la paix récompense des résultats. Cela dit, et vous l'avez cité vous-même, Barack Obama a obtenu le prix Nobel de la paix alors qu'on a rarement vu un président des États-Unis déclencher autant de guerres et les poursuivre. Donc après tout, il peut y avoir apparemment quelques oppositions naturelles dans cette remise du prix Nobel de la paix, qui est évidemment une remise aussi très politique sur le terrain géopolitique. Donc, mais je trouve que ça correspond assez au personnage de vouloir cette distinction qui est, qui fait rêver les petits garçons, quoi. Effectivement. Je ne sais pas, plutôt la Ligue des Champions quand on a un petit garçon. Oui, aussi, c'est la Ligue des Champions des politiques, quelque part. Carole Barjon. Moi, je pense que cette hypothèse, qui est évoquée par le Canard enchaîné, expliquerait peut-être à ce moment-là pourquoi Emmanuel Macron a accueilli l'Ocean Viking, parce que on ne comprenait pas très bien la raison qui l'a conduit à prendre cette décision, dans la mesure où quelques années auparavant, on se souvient, il n'avait pas accueilli l'Aquarius, et que actuellement, enfin depuis quelque temps, il semblait vouloir donner des signes de fermeté en matière d'immigration. En tout cas, son ministre de l'Intérieur le disait et l'affichait. Et du coup, c'est vrai que s'il est exact que Emmanuel Macron vise le prix Nobel de la paix, on comprend à ce moment-là
mieux pourquoi son engagement international, au risque d'ailleurs de se faire qualifier de président globetrotter. Il comble une lacune qui pourrait lui être reprochée d'une certaine manière en accueillant l'Ocean Viking, vous pensez? Oui, exactement. Ça plus grave. pourrait expliquer ça. C'est encore plus grave. Si contre l'avis de son peuple, il obtient le prix Nobel de la paix en accueillant, en acceptant de se faire violer sa frontière extérieure, alors là c'est au-delà de ce que je pouvais imaginer. On aura l'occasion d'en reparler. Merci mesdames. Carole Barjon de l'Obs. À la une de l'Obs cette semaine, Carole. Elle a oublié, mais c'est pas grave. On va le retrouver. Oui, mais c'est lundi matin. Si, télépopulisme. C'est l'affaire Hanouna. Quel joli titre. Voilà. Télépopulisme. Charlotte Dornelas. Et nous, c'est Jordan Bardella toujours qui est en une cette semaine. Voilà, qui était l'invité. Qui était à votre antenne ce matin. Exactement, c'est à retrouver en replay sur europe1.fr. Bonne journée à toutes les deux. À vous aussi. Philippe Vandel.